Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'ordinateur portable et surtout de remise à jour d'un ordinateur portable. Pourquoi? Parce que ma machine portable principale, mon Dell Inspiron 2 en 1, c'est une machine qui a maintenant 2 ans. Et oui, 2 ans déjà. Je vous avais fait à l'époque le test, déballage et test dans une vidéo où je vous avais expliqué que j'avais trouvé ma machine de rêve. Évidemment, c'est pas la machine parfaite ou la plus haut de gamme qu'on peut trouver, mais c'était une machine qui avait tous les bons compromis que je recherchais sur une machine portable. Depuis 2 ans, je l'utilise au quotidien, c'est une machine que j'aime beaucoup utiliser. Le seul petit reproche que je peux lui faire, c'est son autonomie. Je trouve que l'autonomie est pas suffisante, et éventuellement l'écran qui manque un petit peu de luminosité, mais sinon c'est une très très bonne machine que j'apprécie, et surtout je l'avais bien dimensionnée. Elle est avec un i7, elle a 16 Go de mémoire vive, elle tourne maintenant sous Windows 11, elle est en fait parfaitement, ou presque parfaitement au goût du jour. Il y a un truc quand même qui est vieillissant, et puis c'est le cas de toutes les machines en fait quand elles prennent de l'âge, il y a des composants qui deviennent plus ou moins obsolètes. Cette machine à l'époque était très bien équipée, elle est équipée d'une carte Wi-Fi AC, donc Wi-Fi 5. Malheureusement depuis le Wi-Fi 6 est sorti, le Wi-Fi 6E est sorti, bientôt on aura du Wi-Fi 7, en fait ça s'arrête jamais, hein. Mais comme je teste en ce moment un kit TP-Link Deco X90 qui est juste ici, la borne Wi-Fi 6 en question est ici, vous la voyez, c'est la TP-Link X90, que vous pouvez voir aussi dans un test en vidéo que je fais en ce moment. Donc je vous ai sorti la première partie en décembre 2021, vous aurez sûrement la deuxième partie en janvier 2022. Et c'est une borne qui est Wi-Fi 6, pas Wi-Fi 6E, mais Wi-Fi 6, ce qui est déjà pas mal en termes de débit, hein, vous aurez de très très bons débits. Je voulais faire quelques tests autour du Wi-Fi 6 au-delà de juste utiliser mon smartphone, et donc il fallait que j'ai une machine qui soit équipée de Wi-Fi 6 ou mieux. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion de remettre à jour mon ordinateur portable, et plutôt que faire ça dans mon coin, je me suis dit, je vais en faire une vidéo pour vous expliquer comment on peut remettre à jour une machine de ce type-là. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, tout va bien, c'est-à-dire que la machine est fonctionnelle, j'ai déjà fait l'opération, donc je peux vous montrer ici, vous voyez que je suis connecté sur mon réseau, je suis bien en Wi-Fi 6, on le voit ici, Wi-Fi 6 802.11ax, donc la norme du Wi-Fi 6. Bon, je suis encore en WPA2 parce que, je vous expliquerai dans le test du Deco X90, mais je suis en mix AC AX sur du TP-Link, donc ça m'impose de rester en WPA2, mais c'est pas très grave, et vous voyez que j'ai bien une carte Wi-Fi 6E, AX210, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, mais sinon je vous mettrai une capture d'écran si c'est pas bien visible. Donc l'opération s'est très bien passée, j'ai fait une opération à cœur ouvert, j'ai remplacé la carte Wi-Fi de cette machine, mais dans cette vidéo on va aller un petit peu plus loin que juste remplacer la carte Wi-Fi de la machine. Je vais vous montrer 4 opérations qui sont particulièrement importantes sur une machine portable. Les 4 opérations sont les suivantes. Démontage et échange d'une batterie. Donc si vous êtes équipé d'une machine Dell, c'est très facile à faire puisque les batteries sont souvent vissées, donc c'est pas très compliqué de dévisser, de changer la batterie. Il peut arriver, votre machine étant vieillissante, que soit la batterie devienne défectueuse, soit qu'elle perde en capacité, et donc ça peut être intéressant de la remplacer. Donc ça, ce sera la première opération. Deuxième opération, je vous montrerai comment remplacer la partie Wi-Fi. Pour la partie Wi-Fi, j'ai retenu le produit de chez Wise Tiger qu'on verra après. C'est ce kit-là, un kit Wi-Fi AX210NGW, donc c'est le kit en fait qui est équipé d'une petite carte Intel Wi-Fi 6E, donc un truc tout à fait standard, et qui va être reconnu nativement par cette machine et par Windows 11, donc les drivers vont s'installer nativement, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, tout va être fait automatiquement, et c'est comme si j'avais acheté la machine nativement avec du Wi-Fi 6E. Elle est non seulement Wi-Fi 6E, maintenant cette machine, mais elle est en plus Bluetooth 5.2, donc elle gère le low energy, les trucs comme ça, donc elle est même montée en gamme aussi sur la partie Bluetooth, et tout fonctionne très bien, j'ai absolument aucun souci d'utilisation. Troisième opération que je pourrais pas vous montrer sur cette machine-là, mais je vais utiliser mon Intel NUC pour vous montrer, c'est la mise à jour de la mémoire de la machine. Peut-être que vous avez qu'une seule barrette d'installer alors que vous avez 2 connecteurs de mémoire d'installer. Peut-être que vous avez les 2 connecteurs qui sont équipés de barrettes de mémoire, mais que vous voulez augmenter la capacité de mémoire de votre machine. Donc je vais vous montrer comment on enlève les barrettes de mémoire, comment on en remet des nouvelles. Et quatrième étape, la partie stockage, je vous montrerai comment on met à jour le M2 d'un ordinateur portable. Alors j'évoquerai pas quelques autres choses qu'on peut mettre à jour aussi sur des machines portables, en particulier par exemple le disque dur 2,5 pouces, parce que déjà cette machine n'en est pas équipée. Par contre, si votre machine est équipée d'un disque dur 2,5 pouces, donc 2,5 pouces c'est ce format-là, c'est un format de disque dur compact, mais si c'est un disque dur 2,5 pouces à plateau, c'est-à-dire mécanique, ça en général vous le saurez puisque vous aurez une petite vibration dans la machine, puisque c'est un disque dur qui tourne, en général à des vitesses assez élevées, donc vous entendrez du bruit quand la machine démarre, et puis en général vous avez une petite vibration. Et bien si c'est le cas, ça vaut vraiment le coup de remplacer dans votre machine
ce disque dur par un disque dur SSD, même si votre disque dur est parfaitement fonctionnel et parfaitement fiable. Parce que ces disques durs SSD qui sont ultra légers, hein, dedans ce sont des puces mémoire en fait, un peu comme de la mémoire vive mais plus persistante, eh bien ce sont des disques durs qui sont extrêmement rapides. Ils sont aussi très fiables, mais ils sont surtout extrêmement rapides, et dans des machines comme des ordinateurs portables, c'est aussi des disques qui vont être plus fiables parce qu'ils sont pas sensibles autant au choc que des disques durs à plateau. Alors on dit qu'ils sont insensibles au choc et aux vibrations, c'est pas vrai. Dedans il y a des soudures, donc des soudures ça peut être sensible aux variations thermiques et aux chocs répétés, mais c'est quand même largement moins sensible qu'un disque dur avec plein d'équipements mécaniques dedans, dont des têtes de lecteur qui peuvent taper dans les plateaux où sont stockées vos données. Le seul inconvénient, c'est que pour une capacité de stockage équivalente, ça coûte beaucoup plus cher d'avoir du disque dur SSD que du disque dur à plateau, mais dans la majorité des cas, considérez l'échange, même pour un disque dur fonctionnel, considérez l'échange vers un disque dur SSD. Déjà, c'est un disque dur qui va aller beaucoup plus vite quel que soit le système d'exploitation, et en particulier dans Windows 10, Windows 11, et en plus, ça fera un disque dur beaucoup plus fiable pour y stocker vos données, surtout quand vous êtes en déplacement, et que la machine est soumise à des vibrations, des chocs, des mouvements, des choses de ce type-là. Donc c'est une mise à jour à prendre en compte. Moi, ici, c'est juste que je peux pas vous la montrer. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre à jour sur une machine portable, et ça, c'est quand on a de la chance. Il y a aussi des machines portables sur lesquelles on ne peut rien mettre à jour. Si vous avez les tout derniers MacBook Pro équipés de puces M1, bah vous pouvez les ouvrir, vous allez voir, hein, dedans vous ne pourrez rien changer, tout est soudé, tout est intégré, c'est mort, quoi. Ce que vous avez acheté, c'est ce que vous aurez à vie. À côté de ça, vous avez des machines qui sont des entre-deux, cette machine-là est un bon exemple. Vous pouvez changer facilement la batterie, c'est quand même le minimum, vous pouvez changer facilement le M2. Si vous avez un problème avec le stockage, c'est quand même sympa de pouvoir changer le disque de stockage. Par contre, la mémoire est soudée dedans, donc ça c'est un petit peu problématique, mais bon, si vous avez bien dimensionné votre machine à l'achat, c'est peut-être pas si grave que ça. Ça coûte un petit peu plus cher à l'achat, mais ensuite, on est tranquille, on n'a plus besoin normalement de remettre à jour la quantité de mémoire vive. Et bon, c'est un petit peu dommage, ça fait payer un peu plus cher à l'achat, mais on est tranquille sur le long terme. Voilà, donc c'est l'objectif de cette vidéo. Vous n'apprendrez peut-être pas comment mettre à jour votre propre machine portable, mais au moins vous verrez les différents équipements dont il y a besoin pour ouvrir une machine portable. En général, c'est un kit de tournevis, et si possible, un kit de petits accessoires en plastique ici, pour pouvoir facilement déclipser les choses sans rien casser à l'intérieur. Attention! Je vous dis ça en début de vidéo, mais faites très attention. C'est pas des opérations qui sont très compliquées, mais c'est très facile de se rater sévèrement quand on fait l'opération et de mettre KO sa machine. Et dans des machines qui coûtent quand même relativement cher, ici cette machine-là à l'achat, elle coûtait 1000 €, bah c'est quand même dommage de mettre en panne une machine de 1000 € parce qu'on s'y prend mal. Donc, même si c'est pas des opérations qui sont très compliquées, c'est peut-être pas non plus des opérations qui sont à la portée de tout le monde. Donc regardez bien cette vidéo, regardez peut-être d'autres vidéos sur d'autres opérations comme ça de mise à jour d'ordinateur portable. Renseignez-vous, regardez différents tutoriels spécifiques à votre machine s'ils existent, pour bien comprendre les enjeux de la mise à jour de la machine, et pas l'abîmer, parce que si vous l'abîmez, bah vous partirez d'une machine qui correspondait peut-être plus à ce que vous vouliez en termes de caractéristiques, à une machine qui ne fonctionne plus du tout, et c'est pas l'objectif d'une mise à jour de ce type-là. Voilà, bah on se lance, donc je change le plan de la caméra, puis je vous montre comment on ouvre cette machine et puis comment on la met à jour. C'est mon ordinateur portable Dell qui va servir de cobaye, et l'organe qu'on va lui transplanter, c'est cette carte Wi-Fi de chez WiseTiger. WiseTiger, c'est une grosse marque chinoise qui fait beaucoup de périphériques de ce type-là. Le produit en question est équipé d'une carte Intel modèle AX210 NGW, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Donc du coup, cette carte est exactement la même que vous trouverez dans les produits du moment, et donc ça va donner des capacités Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 à cette machine qui à l'époque était déjà bien équipée. Elle était équipée de Wi-Fi 5, donc Wi-Fi AC. Du coup je vais un petit peu monter en gamme sur ces capacités. Donc ça c'est un produit, je vous le mettrai de toute façon en description si vous voulez le lien de là où je l'ai acheté sur Amazon. C'est un produit qui coûte pas si cher que ça, une quarantaine d'euros à peu près. Vous voyez que pour 40 € on peut faire remonter en gamme sa machine, et surtout lui apporter des nouvelles spécifications qui n'existaient pas à l'époque où elle est sortie. Alors pour faire l'opération, la première étape c'est déjà de s'assurer que la machine est éteinte, donc pas en veille prolongée, vous faites bien attention à bien éteindre proprement la machine pour être sûr qu'elle est parfaitement éteinte. Une fois que vous êtes sûr qu'elle est éteinte, ensuite il faudra vous renseigner sur comment on l'ouvre. Moi sur la mienne c'est assez simple, il y a quelques vis à l'arrière qu'il va falloir dévisser et puis ouvrir le capot. Donc vous étonnez pas, l'espèce de bout de scotch qu'elle a, c'est juste pour vous cacher le numéro de série et le service tag de chez Dell. Et pour ouvrir le capot, moi je retiens toujours mon kit Tivoli, qui est un kit d'embout de tournevis avec
le tournevis également. Pour ouvrir les vis d'aile, moi je choisis l'embout qui s'appelle PH00, qui est un embout cruciforme très très fin. On peut en retenir d'autres si vous n'êtes pas équipé de ce type de kit. Vous pouvez toujours essayer avec un embout plus gros, le PZ0, qui est un embout cruciforme plus classique, mais ça évite vraiment d'abîmer les toutes petites vis. Et ce kit Tivoli-là coûte pas très cher. Si je le trouve, je vous le mettrai aussi en lien. Moi je l'ai depuis des années et ça marche vraiment super bien dès qu'on a besoin d'être précis pour démonter des choses. Je suis aussi équipé d'un autre petit kit que je me suis acheté pour l'occasion. Alors je sais que la plupart du temps quand vous voyez ça, c'est des vidéos sponsorisées, bah là c'est pas du tout le cas, je me suis vraiment pris sur Amazon. Donc c'est un vrai kit acheté sur Amazon. Et l'objectif c'est de... Alors j'en ai pas nécessairement besoin pour ouvrir cette machine là, mais ça va m'aider quand même. C'est pour vous expliquer que vous aurez éventuellement besoin de quelques pièces quand vous allez essayer d'ouvrir votre ordinateur portable, mais ça pourrait être aussi d'autres appareils comme un smartphone ou un... peu importe en fait, un petit produit quelconque. Des outils qui peuvent être super intéressants, c'est ce genre de choses-là, qui peuvent vous servir à faire levier sur le bord du capot, sans abîmer surtout le produit en question. Et puis vous allez voir, quand on va enlever les petites antennes Wi-Fi, ça peut être aussi super pratique pour faire levier. Le gros intérêt, c'est que ce sont des produits qui sont en plastique. Vous pouvez les acheter, peu importe la marque. Ici, c'est du iFixit, parce que iFixit, je trouve, fait quand même un très gros travail sur construire des bases de données sur comment on répare des produits, et en plus ils ont des kits d'accessoires qui sont assez intéressants, donc ça me dérange pas de les mettre en avant si vous trouvez d'autres produits, d'autres origines, peu importe. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir des produits qui sont plus tendres que le matériau sur lequel vous travaillez, de manière à jamais abîmer un connecteur ou un capot, peu importe, ne pas détériorer le produit avec lequel vous travaillez. Vous avez un tas de petits accessoires, ici c'est pas pour faire de la guitare, mais vous pouvez aussi déclipser comme ça votre capot avec ce type d'accessoires. Vous avez aussi ces petits accessoires là, donc tout un tas d'accessoires qui vont vous être hyper pratiques si vous voulez être sûr de pas abîmer et de bien vous y prendre. Donc moi en gros ce que je vais utiliser, ici par exemple celui-là je vais pas l'utiliser, mais ça peut vous servir si jamais par exemple l'arrière de votre boîtier était un petit peu collé, bah sans avoir un accessoire métallique, ça vous permet d'avoir un accessoire un tout petit peu tranchant quand même, mais plastique pour enlever des traces de colle. Donc moi ce que je vais utiliser c'est essentiellement cet accessoire là pour déclipser les antennes, et éventuellement cet accessoire là pour ouvrir le capot. Mais vous voyez que vous avez des petites cartes aussi ici pour faire levier, pour tenir le capot ouvert s'il y a besoin, donc tout un tas d'accessoires hyper pratiques. L'autre chose dont il va falloir se méfier, c'est l'électricité statique. Je m'équipe pas, moi, d'un tapis antistatique ou d'un bracelet antistatique, mais faites attention, ne travaillez pas avec un gros pull, et faites attention, avant de travailler sur votre ordinateur portable, à vous démagnétiser. Le meilleur moyen, c'est si vous avez par exemple un ordinateur fixe, c'est de toucher la carcasse métallique de votre ordinateur fixe, s'il est relié à la masse, évidemment, donc à la terre, pour être sûr de vous décharger en électricité statique. C'est pas un gros risque, mais je préfère vous prévenir, les décharges d'électricité statique ça existe, et vous pouvez endommager du matériel si vous vous y prenez mal. Donc faites attention et prenez les précautions nécessaires. Ici pour cet ordinateur là c'est assez facile, j'ai 7 vis à dévisser, elles sont bien visibles, elles ne sont pas cachées, mais pour d'autres machines il faudra rechercher exactement comment ça se démonte, et ça il faudra vous référer sur des guides en ligne en fonction du produit que vous voulez ouvrir pour le dépanner ou pour changer ses composants. J'ai mis les petites vis de côté, ici je sais que je vais pas avoir beaucoup de vis, ça peut être aussi intéressant si vous pensez que vous avez beaucoup de vis à démonter et qu'elles n'ont pas toutes la même taille, de les mettre de côté. Ici j'ai 5 vis qui sont des vis qu'on peut enlever, et j'ai 2 vis ici qui sont normalement censées être des vis captives, c'est-à-dire des vis qui restent dans le capot, donc qui restent coincées dans le capot, exprès pour pas pouvoir les perdre. Donc ces 2 vis là je les enlève pas, mais c'est fait exprès. Et ensuite il suffit de déclipser le capot, et pour ça je vais m'aider de ce type d'outils. Et par contre on fait super attention, il peut y avoir des connecteurs sur les bords du capot, donc on s'amuse pas, on fait pas n'importe quoi. Il faut avoir vu avant une vidéo de démontage, si possible de la même machine que vous êtes en train de démonter, pour être sûr que vous n'allez rien casser. Dans mon cas, je suis assez serein, et puis vous voyez que juste en passant le petit clip ici, le long, je prends pas trop de risques puisqu'il est assez court, et puis je sais que je ne force pas sur le capot, et donc je ne risque pas d'endommager la machine, mais j'y vais quand même doucement, au cas où. Et normalement, donc il y a des petits clips le long, et l'objectif c'est d'entrouvrir les petits clips et de faire relâcher le capot. Voilà, la machine est ouverte, on va se mettre en sécurité. Et comment se mettre en sécurité? C'est de faire en sorte que la batterie n'alimente plus la machine pour que, pendant l'intervention, il ne puisse pas y avoir de problème de manipulation, d'erreur de manipulation. Donc ici, dans mon cas de figure, j'ai ce petit connecteur là à retirer. Donc c'est pareil, je vais mettre du petit embout en plastique ici pour être le plus délicat possible,
pas abîmer le petit connecteur surtout. Vous avez aussi la petite tirette, ici vous voyez, vous avez une petite tirette qui est prévue. Alors on y va tout doucement, on déclipse, et voilà. Donc regardez en fonction de votre guide d'utilisateur, je sais pas si la marque propose un guide pour ouvrir la machine, vous suivez les instructions du guide, et puis sinon vous vous renseignez avec différents tutoriels, ou vous allez par exemple, entre autres, sur le site de iFixit qui propose certains guides pour démonter des machines. En tout cas vous voyez ici que j'ai démonté le connecteur de la batterie, et comme ça je sais que ma carte mère ici n'est plus alimentée par la batterie, donc j'ai plus de soucis, j'ai plus de risques possibles qu'elle soit sous tension actuellement. Par exemple Windows, quand on lui demande de s'éteindre, il s'éteint pas forcément, et donc là au moins on est sûr que la machine est vraiment plus sous tension. Si jamais vous avez besoin de retirer ou de changer la batterie, ça peut arriver, par exemple votre ordinateur portable est relativement vieux, vous avez besoin de changer la batterie. Ici chez Dell c'est facile, c'est une batterie qui est vissée. Ici je suis descendu d'un cran au niveau de l'embout, juste pour avoir un embout pour dévisser de manière encore plus facile, et chez Dell vous voyez que j'ai juste 4 vis à retirer et ça va se faire très bien. Par contre le souci c'est en fonction des fabricants, il y en a certains, alors par exemple Apple, mais il y a d'autres marques qui font pareil, qui ont tendance à coller les batteries. Alors sur les smartphones c'est encore plus vrai, mais sur les ordinateurs portables ça arrive aussi progressivement. Chez Dell vous avez en plus cette toute petite vis ici. Voilà, pareil je la mets de côté, Donc ici j'ai pas beaucoup de vis, donc je vous le redis, je le mets de côté, je sais comment je fais, je vous montre, je m'organise comme ça, mais faites attention si vous avez beaucoup de vis à démonter, faites-vous des petites cloisons, notez bien, ou filmez-vous, à la limite filmez-vous, pendant que vous démontez, vous expliquez ce que vous faites au fur et à mesure, et comme ça vous pourrez retrouver les différentes étapes pour tout remonter. Donc vous voyez ensuite que je peux enlever la batterie, elle n'est pas collée cette batterie, et ça c'est génial, puisqu'il n'y a aucun risque d'endommager la batterie. Ce qui peut abîmer la batterie, c'est de la plier ou de la violenter. Ici, pas de risque d'abîmer la batterie, j'ai absolument pas besoin de l'enlever la batterie pour l'opération que je fais. C'est juste pour vous montrer que si vous avez besoin de remplacer une batterie, ça se fait très facilement, ça s'achète chez Dell. Vous pouvez aussi acheter des batteries de marques tierces, mais faites attention quand même à la provenance d'origine de batterie, c'est quand même des produits qui peuvent prendre feu quand ils sont laissés en charge et autres. Donc on fait attention quand même à où on se procure les produits. Mais vous voyez qu'une fois qu'on a enlevé la batterie, on a accès aussi à d'autres périphériques. On peut par exemple changer le trackpad s'il y a besoin, si vous avez un souci de gestion du trackpad, je sais pas, vous avez renversé de l'eau ou autre, vous pourriez éventuellement aller remplacer ça. Maintenant que j'ai remplacé la batterie, je vais vous montrer quand même de quoi est composé cet ordinateur portable. Donc vous avez ici la petite pile qui est là, c'est la pile RTC, donc la pile qui permet de sauvegarder les réglages du BIOS. Vous pouvez suivre ici, son connecteur est là. Donc parfois ça peut être utile de la débrancher si vous voulez vraiment réinitialiser complètement votre machine. Donc être sûr que quand vous la redémarrez, il n'y ait plus du tout un seul réglage effectif. Si votre machine ne démarre plus pour une raison quelconque, des fois ça peut aider à la faire repartir. Vous avez ici le M2 qui est dans un format très spécial puisque c'est un M2 assez compact. Vous voyez que ici il y a la possibilité de mettre un M2 de taille complète puisque vous avez la vis du M2 qui est ici. Ici vous avez des étages d'alimentation pour le processeur qui doit être situé à cet endroit-là. Vous avez un heat pipe, donc haloduc, qui permet de transférer la chaleur, qui va à cet endroit ici où vous avez la turbine qui vient souffler l'air vers l'extérieur, donc on voit ici la sortie d'air avec la turbine qui vient faire sortir l'air. Et ce qui nous intéresse pour mon opération, c'est ce qu'il y a ici. Donc sous ce petit cache ici, vous voyez la carte qui va être à remplacer, qui est la carte ici Wi-Fi. Donc c'est l'opération que j'ai à faire. Vous voyez ici que c'est protégé juste par un petit morceau de papier. Ce morceau de papier sert en fait à faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque possible de mise à la masse, enfin de contact avec le châssis. Si vous cherchez du matériel compatible avec votre ordinateur portable, donc vous souhaitez le remettre à niveau et vous n'êtes pas sûr de vous, moi je peux pas vous aider individuellement, évidemment ça demande beaucoup trop de temps personnel pour pouvoir comme ça répondre à chacun, mais vous avez des manières de vous en sortir. En particulier, une bonne manière de s'en sortir, c'est d'aller sur le site du constructeur. Alors pour le coup, Dell est assez complet, je vous ai montré, je vous montrerai des petites captures tout au long de la vidéo où il y a des guides de maintenance, on le voit ici, guide de maintenance de l'ordinateur portable, donc on voit dans le détail comment on intervient sur la machine, mais on voit ici aussi les caractéristiques et configurations. Et si je rentre dans le détail, vous voyez par exemple si on va dans la partie stockage, il est décrit très précisément que vous avez des supports pour les disques M2 2230 ou 2280, donc 2230, 2280 c'est la longueur en fait du disque M2, M2 c'est le connecteur du disque, et vous avez aussi des informations sur sa capacité. Alors ici je doute quand même que la capacité maximale de ce support de stockage soit de 512 Go. À mon avis, si vous mettez un Tera ou 2 Tera,
ça démarrera correctement, la machine le reconnaîtra. Pourquoi? Parce que de toute façon les BIOS de la machine ont été mis à jour depuis, et puis peut-être qu'à l'époque, en 2019, je sais pas trop, quand la machine est sortie, il n'y avait pas de disque M2 qui était au-delà des 512 Go, ou en tout cas Dell n'avait pas fait l'effort de le tester. Donc faites attention quand même dans les informations qui sont indiquées, c'est important de regarder ça, mais en général les constructeurs ne remettent pas à jour les informations de compatibilité après la sortie de la machine, et donc très probablement, moi sur ma machine, hein, si je mets un disque dur M2 de 2 Tera dedans, ça démarrera sans aucun souci, il n'y aura pas du tout de problème de compatibilité, c'est juste que ça n'a jamais été testé, donc ça n'a jamais été documenté. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que c'est un port M2 Gen 3.0 4X, donc c'est PCI Express 4X, en NVMe, et pas en mSATA, donc pas du SATA. Alors là, si vous ne savez pas la différence entre un M2 SATA, un M2 NVMe, malheureusement, je vais pas pouvoir faire une vidéo là-dessus. Enfin, c'est pas le but de cette vidéo-ci. Mais il y a des différences fondamentales. Même si c'est le même connecteur mécanique, c'est pas du tout le même type de disque SSD. Et donc, il faudra bien voir quel est le type de disque que vous pouvez mettre dessus. Donc ici, c'est assez clair, c'est du NVMe. Normalement jusqu'à 512 Go, vous pouvez essayer au-delà. Et si on regarde la partie port et connecteur, vous voyez que normalement ici, les connecteurs M2 sont indiqués, et j'ai appris qu'il y a apparemment 3 logements M2 dans la machine, alors que j'en avais identifié que 2. Donc un pour la carte combinée Wi-Fi Bluetooth, on voit ensemble comment on la met à jour, et l'autre pour le disque M2 SSD, et ça je vous le montre aussi, mais cette troisième entrée je ne l'avais pas vue, donc du coup j'ai consulté le manuel, peut-être que je peux même y mettre un stockage additionnel, et c'est intéressant. Si jamais vous n'avez pas d'informations sur la machine, vous pouvez toujours l'ouvrir, regarder ce qu'il y a dedans, et remplacer par du matériel similaire, c'est une possibilité, mais faites attention, les compatibilités de mémoire en particulier, pour les compatibilités de mémoire ça va être compliqué. Et dans ce cas-là, une bonne manière de faire, c'est de faire une recherche. Donc moi j'utilise en général le site de Crucial qui est une marque qui vend à la fois des barrettes de mémoire et des SSD, les deux étant de bonne qualité et relativement accessibles en termes de prix, bah, c'est pas un mauvais choix, même si vous voulez acheter directement chez Crucial. Donc vous faites trouver des mises à niveau, et là c'est pareil, bah, vous tapez ici le fabricant de votre machine, vous tapez le modèle, donc moi c'est mon Inspiron laptop, et puis moi c'est de 7391. Alors évidemment, moi il va rien sortir de bien flagrant là-dedans, puisque si je vous montre avec ma machine, bah ça vous dit en gros que au niveau mémoire c'est 8 ou 16 Go qu'on ne peut pas échanger, mais au moins vous avez cette information-là sans même avoir à l'ouvrir. Crucial à noter l'information. Donc vous savez tout de suite que vous avez la mémoire non extensible. Si c'est pas vous qui avez fait l'achat de cette machine, que vous l'avez acheté d'occasion, qu'on vous l'a donné, je ne sais trop quoi, ça vous permet de savoir comme ça assez rapidement que c'est même pas la peine de rêver et de changer la mémoire. Et au niveau du stockage, vous avez ici la liste des disques M2. Donc vous voyez, on vous propose essentiellement du 2280 en NVMe. Donc des matériels compatibles. À vous de choisir ensuite en fonction de votre budget. D'ailleurs, je crois que Crucial n'a pas de 2230, donc n'a pas de format court en M2. Donc si c'est un impératif, donc moi vous voyez que dans mon cas de figure c'était bien décrit sur le site Dell que c'est du 2280 ou 2230, donc les deux vont bien. Mais si jamais vous aviez un impératif, c'est forcément du 2230 par exemple, ça peut arriver sur certaines machines très compactes, et ben dans ce cas-là vous seriez embêté, et donc il faudrait choisir une autre marque. La plupart des normes sont rétrocompatibles, donc ici vous avez du NVMe Gen 3, là vous avez du NVMe Gen 4, c'est pas très grave si vous prenez du Gen 4, c'est rétrocompatible Gen 3, donc vous pouvez même prendre quelque chose de plus récent si c'est nécessaire. Par contre, vous ne bénéficierez pas des améliorations de performance si votre machine à la base ne le supporte pas. En tout cas voilà, ça vous donne des billes pour aller chercher ça. Faites bien attention, donc la plupart des disques M2 vous n'aurez pas de soucis. C'est la clé M, donc la clé de stockage pour les M2. Pour les cartes Wi-Fi, faites attention, donc là, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de site où vous pouvez aller chercher cette information de manière fiable, donc le mieux c'est de démonter votre carte réseau et de regarder ce que vous avez. Quand je vous parle de clé des M2, le M2 c'est le connecteur que vous voyez ici, et la clé c'est en fait ce qui indique là où il y a les détrompeurs. Donc il y en a différents types, en particulier par exemple sur la partie stockage vous avez la clé B et la clé M, et puis vous avez des mix entre les deux pour les compatibilités mixtes. Et puis pareil, vous avez le A et le E essentiellement pour la partie réseau. Ça fait des petits connecteurs, vous voyez comme ça, qui ont des petits trous à certains endroits, en fonction de leur capacité à être compatible avec l'un, l'autre ou les deux. En général, vous avez de toute façon une clé pour le stockage, et une clé pour la partie réseau. Et là c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose où je vais pouvoir beaucoup vous aider, il va falloir observer sur votre machine à vous ce que vous avez. Donc pour la partie réseau, vous aurez qui A ou qui E, en général on a du qui E,
ou éventuellement on a du key A+E. Donc moi la carte que j'ai achetée est une A+E, le connecteur que j'ai dedans est un E, mais ça va dépendre de la machine que vous avez, de l'âge de la machine que vous avez. Ici je suis sur la phase on va dire plutôt moderne du M2 Wi-Fi Bluetooth, mais peut-être vous aurez du A, et le A est en général plus ancien. Voilà, plus anecdotique maintenant, mais bon, ça peut toujours arriver que vous ayez ça. Et quand on parle de stockage, vous avez l'ancien, je dirais, qui est le key B, et le nouveau qui est le key M, et puis vous avez toujours le mix des deux. Donc si vous avez deux encoches, vous avez un SSD au format B+M, ça veut dire qu'il est compatible avec du B et avec du M, mais si jamais vous avez du M ou du B, et bien dans ce cas-là, vous ne pourrez le connecter que sur les connecteurs qui vont bien. Donc la majorité du temps maintenant, et c'est ce sur quoi je veux conclure, quand vous achetez un SSD, vous l'avez probablement au format clé B+M, et comme ça il est compatible avec tout. Pareil pour une carte sans fil, en général elle sera A+E, pour être compatible avec la majorité des systèmes, et sinon elle sera en général E, parce qu'elle sera compatible en fait avec les systèmes récents. Et donc si on regarde ici sur Amazon, vous verrez que les cartes sont ici au format AE, vous voyez ici que c'est écrit AE, vous avez bien les deux détrompeurs, donc compatibles avec les deux types de connecteurs. Mais faites attention, c'est des choses qu'il faut savoir, on ne le sait pas nécessairement quand on achète ce type de produit, mais il faut le savoir avant, parce que si vous achetez la mauvaise carte, évidemment, avec les mécanismes de détrompeur, elle ne rentrera pas dans votre connecteur, et donc vous serez bloqué, vous ne pourrez pas faire votre upgrade, et il faudra faire l'échange de ce produit. Si en plus, vous l'avez acheté sur un site qui vous ne permet pas facilement de reprendre le produit et de vous l'échanger, ce sera un petit peu embêtant. Voilà, donc il faudra chercher de votre côté les compatibilités, donc je vous le répète, un bon moyen, en tout cas pour la partie mémoire, pour la partie stockage, vous allez par exemple chez Crucial, l'autre manière de faire, c'est de regarder dans les spécifications de votre constructeur, en espérant qu'il ait remis à jour quand même ces documentations, parce que sinon, si on en est, vous voyez, aux dates de publication, au moment où la machine est sortie, bah forcément, tous les produits qui sont sortis après coup ne seront pas identifiés dedans, donc si vous avez des nouvelles capacités, des nouvelles choses de ce type-là, là peut-être ce sera indiqué dans les mises à jour de BIOS que vous aurez appliquées sur votre machine, mais pas dans les guides de maintenance, et c'est dommage. Donc je démonte la petite vis, j'attrape la petite plaque ici en métal qui sert à maintenir en fait les antennes. Vous voyez ici les deux antennes. Alors c'est là où il va bien falloir retenir où sont clipsées les deux antennes. C'est en fait le plus compliqué. Je vais vous zoomer pour bien que vous puissiez voir. Vous voyez ici où il y a les deux antennes. Il va falloir les déclipser, déclipser la carte, mettre la nouvelle carte et reclipser les deux antennes. En général, vous avez ici un moyen mémotechnique. Vous voyez que vous avez sur la carte directement ici. Alors si le focus se fait bien, je sais pas si ce sera le cas, j'espère. Vous avez ici une petite flèche noire, une petite flèche blanche à gauche, petite flèche noire à droite. Normalement, la petite flèche noire, c'est l'antenne. C'est le câble noir de l'antenne. La petite flèche blanche, c'est le câble blanc. Ou en tout cas le câble d'une autre couleur. En général, c'est comme ça qu'on les repère, pour pas se tromper. Si vous vous demandez ce qui est livré, vous avez en plus de la carte en elle-même, vous avez cette petite attache qui va aller avec la vis livrée avec, qui vous permettra de fixer la carte sur le support, mais bon, en général, vous avez déjà tout ça qui est livré avec votre ordinateur portable la majorité du temps. Vous avez un CD qui contient les drivers, mais ça c'est pareil, normalement votre machine Windows 10 ou Windows 11 va se mettre à jour toute seule, et vous avez ici un guide complet d'installation qui vous explique comment installer les drivers. Par contre, vous n'aurez pas de protocole d'installation, c'est pour ça aussi que je vous fais la vidéo, mais pour l'installation, en fait, ça dépend un petit peu de la machine sur laquelle vous intervenez, et donc nécessairement, vous aurez besoin ça sera dépendant de la machine, donc c'est pour ça qu'ils ne vous mettent pas d'instructions particulières. Donc on va déclipser les deux antennes, donc ici, moi j'ai choisi cet outil-là, c'est le plus simple pour faire levier sans rien casser. Une fois que les antennes sont débranchées, vous faites un tout petit peu levier avec votre outil, vous démontez la carte en tirant comme ça vers vous, et vous allez voir que la carte s'en va. Donc c'est une carte à base d'Intel, c'est la version Wi-Fi 5, et donc moi je vais ouvrir mon petit boîtier, et on va mettre la version Wi-Fi 6 à la place. Donc vous voyez que dans mon cas c'est un remplacement standard, faites attention, à cette vidéo elle est à prendre avec des pincettes évidemment. Ici je vous explique comment je fais sur ma machine, mais ça s'adaptera, ce sera adapté en fonction de vos machines à vous. En tout cas moi vous voyez que c'est bien du M2 pour carte réseau, et c'est bien exactement le même type de M2, le même format de carte, tout est pareil, donc je peux faire le remplacement. Donc ça c'est l'ancienne, une vraie carte Intel, et puis celle-ci c'est la nouvelle. Pour le remontage, je vous fais un gros plan, vous voyez qu'il faut juste enficher la carte ici, vous voyez le connecteur avec le détrompeur. Il suffit d'enficher la carte dans le connecteur, vous ne forcez pas jamais, de toute façon. Si vous ne voyez que ça rentre pas, vous forcez pas, et vous la mettez juste en place. Il n'y a pas besoin de pousser beaucoup, il faut juste la mettre en place, la rabattre, et vous allez voir que les vis vont s'aligner.
Si la vis s'aligne, c'est que c'est bon, vous êtes au bon endroit. Alors avant de mettre la vis, évidemment, on va reconnecter les connecteurs d'antenne, donc on va repasser les connecteurs d'antenne au-dessus et appuyer sur les petits clippés. C'est le plus compliqué en fait, ce sont ces deux petits connecteurs d'antenne qui sont vraiment microscopiques avec ici les deux petits connecteurs à brancher dessus. C'est le moment où je vais me concentrer sur ce que je fais, pas ce que je dis. Une fois que c'est fait, je vous reprends et on continue. C'est remonté, vous voyez que les deux petits connecteurs sont reclipsés dans leur support. Alors c'est un petit peu laborieux, c'est un petit peu compliqué. Il y a une des raisons pour lesquelles c'est laborieux. Si vous regardez, vous avez un de mes câbles ici qui est correctement routé. Il y a cette petite encoche en fait qui sert ici à guider les câbles. Et l'autre câble, il passe sous le dissipateur. Je sais pas pourquoi. Je pense, à mon avis, hein, quand cette machine a été envoyée en réparation, et je pense que quand elle a été envoyée en réparation, elle a été démontée. Ce câble-là, au lieu de passer au-dessus ici, il passe en dessous, et ce qui fait qu'il était vraiment extrêmement tendu et compliqué à remettre. Au final, c'est pas très compliqué, mais il faut y aller vraiment doucement. Vous n'aurez pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire si vous abîmez ce petit connecteur, ça va être compliqué après ça de récupérer la situation. Donc il faut vraiment être méticuleux et délicat avec ce type d'installation, et vraiment prendre son temps. Hein. Si jamais vous n'y arrivez pas tout de suite, vous y reprenez à plusieurs fois. Il faut vraiment avoir des outils. Pour moi, hein, c'est pour ça que je vous ai mis en avant, par exemple, ce kit iFixit, mais c'est vraiment important d'avoir des outils pour vous aider, des outils qui ne peuvent pas endommager les surfaces sur lesquelles vous travaillez. Si vous y allez avec, je sais pas, par exemple, ne serait-ce que des ciseaux en métal pour vous aider, donc ce genre d'outils, pour vous aider à appuyer dessus, vous risquez, si jamais vous glissez, vous risquez d'abîmer quelque chose autour. C'est pour ça qu'il faut avoir des outils qui ne peuvent pas trop endommager ce qui arrive autour si jamais en appuyant vous glissez ou vous dérapez. Les plus attentifs d'entre vous auront peut-être repéré quelque chose, et puis les autres, ceux qui suivront par exemple le tutoriel en faisant eux-mêmes l'opération, remarqueront peut-être aussi quelque chose. Et je préfère vous le dire, et pas le passer sous le silence, parce que si vous avez la même problématique, j'ai pas forcément la réponse, mais j'ai un conseil pour ça. Vous voyez ici, c'est l'ancienne carte réseau que j'avais dans l'ordinateur portable, donc c'est l'Intel 9560 NGW, donc la carte Wi-Fi AC, vous voyez ici qu'elle a une clé E, puisque c'est du matériel Dell sur un portable Dell, hein, ils n'ont pas besoin de fournir une compatibilité totale, étant donné qu'ils savent quand même un petit peu ce qu'ils vendent. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a bien ici des connecteurs pour les deux antennes, donc vous avez le connecteur principal, main, qui est le connecteur identifié 2, avec le petit 2 ici, et ici vous avez le connecteur auxiliaire, aux 1, avec le petit 1 et le petit 1 ici. Et les deux connecteurs d'antenne sont ceux-là, 2 et 1. Regardez bien la couleur des triangles, vous avez sur main, vous avez le triangle blanc, et sur aux, vous avez le triangle noir. Et c'est inversé, quand on regarde ici ma vidéo, on le voit bien au moment du montage, vous avez main qui est bien toujours 2, donc le connecteur 2, mais qui est un triangle noir, et aux qui est un triangle blanc. Alors pour ça, quelle est la procédure à suivre? Moi je vous dirais de maintenir l'antenne main sur le connecteur main, même si la couleur du câble ne correspond pas. Ne pas se fier au code couleur pour ce coup-ci, mais se fier plutôt au rôle de l'antenne, parce que les deux antennes ne sont pas équivalentes. C'est pas juste une question de polarité, c'est vraiment des manières différentes de gérer les antennes, c'est du MIMO, des choses comme ça, donc c'est des technologies Wi-Fi qui sont particulières, et il faut éviter de permuter les antennes, sinon vous risqueriez d'avoir des soucis. Donc si vous êtes face à cette situation-là, vous faites confiance au numéro et au rôle de l'antenne, et vous branchez le câble initialement main sur le connecteur main, et le câble initialement secondaire, donc aux, sur le connecteur secondaire, qui pour le coup a la valeur 1. Donc tout ça c'est un truc sans mêler les pinceaux, donc faites attention à comment c'était câblé initialement, et essayez de câbler au mieux par rapport à ce que vous avez maintenant. Et faites des tests, de toute façon normalement si vous permettez des antennes, vous devriez vous en rendre compte parce que les portées et les débits vont être moindres. En tout cas, si c'est des antennes qui sont vraiment asymétriques, vous allez avoir des différences de débit flagrantes. Donc en tout cas, moi je voulais vous montrer ça parce que si jamais vous êtes attentif, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit changement de couleur, et je voulais pas le passer sous silence au moment du montage. En tout cas, maintenant que ça c'est fait, le plus dur est réparé, je remets la petite patte ici en métal que je vous avais montré tout à l'heure, donc c'est juste une petite patte, hein. Si vous l'aviez pas vu de près, c'est juste une petite patte ici, qui vient tenir les deux connecteurs d'antenne, et puis surtout elle a la petite vis qui sert aussi de maintien pour la carte M2 en fait, pour être sûr qu'elle ne bouge pas de son logement. On serre raisonnablement, on remet le petit autocollant et c'est fini. Alors l'autocollant je pense il ne tiendra plus, c'est pas grave, le principe c'est juste qu'il soit bien plaqué quand vous refermez le capot pour que tout soit à sa place. Je vais vous montrer sur mon Intel NUC, puisqu'ici je vais pas démonter le M2 de cette machine-ci, mais je voulais quand même vous montrer qu'il est possible d'avoir des M2 à des formats un petit peu différent de ce dont on a l'habitude. Dans ces situations-là, le M2, vous voyez que vous avez juste ici une patte qui est un support, en fait, un prolongateur pour venir tenir votre M2 en place, parce que c'est un M2 court.
et vous avez juste à dévisser la petite vis qui est là et mettre un M2 au format M2 long, et donc vous retirez cette patte de fixation qui ne sert plus à rien, et vous remettez votre petite vis ici, et vous aurez un M2 standard, version longue. Je sais pas d'ailleurs pourquoi chez Dell ils choisissent des M2 format compact comme ça, mais bon en tout cas c'est le choix qu'ils ont fait ici dans ce modèle-là. L'autre chose qu'on pourrait faire évoluer sur ce type de machine, c'est la mémoire vive, mais la mémoire vive sur cette machine-là, pareil, elle est soudée sur la carte mère, donc je ne peux pas la faire évoluer. Donc on bascule sur l'Intel NUC pour la partie M2, donc ce que vous voyez ici, et mémoire ce que vous voyez ici. C'est plus facile pour moi, parce que j'ai un châssis qui est déjà tout prêt pour vous montrer. Faut savoir qu'un Intel NUC c'est une machine de bureau, hein, au niveau du format, mais au niveau de sa conception, c'est un ordinateur portable en gros, hein. Au niveau de son architecture, on est plus proche de l'ordinateur portable que de la machine de bureau. Donc pour le M2, donc ce que vous voyez ici, vous avez juste une petite vis ici à retirer, donc toujours avec le même type d'embout cruciforme que je vous indiquais, donc vous enlevez juste cette petite vis là, et franchement ça se fait de manière toute simple. Vous pouvez soulever le M2, alors un petit peu, vous pouvez donner un angle de, on va dire 30 degrés, vous le déclipsez, vous avez le M2 qui s'en va du connecteur, donc vous voyez ici que le M2 est retiré. Au passage, j'en profite pour vous montrer un autre système de conception. Vous voyez ici qu'on a la carte réseau de l'Intel NUC, donc on voit les deux antennes, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, on voit ici la carte réseau, mais la carte réseau, vous voyez que je ne peux pas la retirer, elle est soudée sur le châssis. Et ça peut vous arriver sur des ordinateurs portables également. Vous pouvez vous retrouver dans ces situations où vous ne pourrez pas retirer la carte réseau, vous ne pourrez pas la changer, vous ne pourrez pas l'améliorer, elle est soudée dessus, et donc vous serez obligé de conserver à vie, on va dire, avec le produit, la carte réseau. C'est extrêmement dommage quand les constructeurs font ça, surtout ici sur des machines où ce serait assez facile en fait d'avoir un petit connecteur d'extension, hein. Si c'est possible de le faire sur un ordinateur portable, c'est largement possible de le faire sur un Intel NUC, et surtout ça rend le matériel rapidement obsolète, puisque quand même les normes Wi-Fi évoluent relativement régulièrement, alors qu'en fait ce serait beaucoup plus facile de pouvoir faire évoluer tout ça. Donc ce sont des architectures à fuir, hein, pour moi ces machines-là. Elles sont, alors pour celle-ci elle est quand même relativement évolutive, mais son processeur est soudé, sa partie réseau est soudée, et donc c'est dommage, c'est des produits que vous ne pouvez pas faire évoluer. Pour en revenir au M2, suivant sa taille, vous avez ici un connecteur, donc un pas de vis pour le visser, ici le deuxième. Sur le deuxième, vous avez un espèce de riser que vous pouvez desserrer, et que vous pouvez revisser ici. Donc là, ça vous donnera la compatibilité avec deux longueurs de M2. Je vous mettrai en incrustation ici les différentes tailles de M2, les 22-80, donc les pleines tailles, ceux que vous voyez ici, sont les plus courants. En ce qui concerne la mémoire, c'est pareil, ça va dépendre du châssis. Donc ici, vous avez les deux barrettes de mémoire qui sont mises l'une au-dessus de l'autre, parce que y a un petit peu de place en épaisseur. Peut-être que vous aurez les deux barrettes de mémoire mises l'une à côté de l'autre, ça va dépendre. En tout cas, pour les changer, c'est très facile. Vous attrapez ici, vous avez des petites tirettes. Je vais vous le montrer avec un petit crochet en plastique, mais il n'y a pas besoin de petit crochet en plastique pour le faire. Vous avez juste besoin d'écarter comme ça le petit crochet en métal. Vous tirez de chaque côté, et vous allez voir que une fois que c'est tiré, vous avez la barrette qui s'est libérée ici. Donc je vous le fais avec celle-ci, je l'enlève, je vous remontre avec celle-ci. Vous tirez d'un côté, vous libérez, vous tirez de l'autre. Alors j'essaie de pas mettre mes doigts devant pour que vous voyez la barrette qui se relève. Voilà, vous avez vu la barrette qui s'est relevée, vous la sortez, et donc ensuite vous achetez la barrette qui correspond. Donc ici c'est de la DDR4, DDR4 assez classique, donc vous achetez le même type de barrette. Au niveau de l'orientation, normalement vous pouvez pas vous tromper, vous regardez sur le connecteur, il y a un endroit où il y a un détrompeur, ce détrompeur correspond au détrompeur que vous avez ici. Donc comme son nom l'indique, c'est un détrompeur, il n'y a pas moyen de se tromper, hein. Si vous la mettez au bon endroit, normalement, il n'y a pas de souci, vous pouvez la reclipser. Vous appuyez, c'est clipsé, et vous venez de remettre votre nouvelle barrette de mémoire. Donc vous pouvez passer par exemple de 2 x 4 Go à 2 x 8 Go ou 2 x 16 Go. Alors faites attention quand vous faites évoluer votre mémoire, vous avez des capacités de mémoire qui sont supportées, qui ne sont pas supportées par votre machine. Ça dépend de la machine, ça dépend de la carte mère, ça dépend de l'architecture. Faites attention, achetez de la mémoire qui est compatible avec la carte sur laquelle vous installez. Toutes les barrettes de mémoire sont pas compatibles avec toutes les architectures. Au-delà de la DDR4, vous avez différentes technologies pour les puces de mémoire et l'assemblage des puces de mémoire. Tout n'est pas compatible tout le temps, donc faites bien attention d'acheter des barrettes de mémoire compatibles. De la même manière, faites attention à acheter un M2 qui est compatible aussi en termes de capacité avec ce que votre machine supporte, pas dépasser les capacités supportées. Pour le M2, c'est tout aussi facile, hein. Je vous montre ici, vous avez le connecteur, il a lui aussi un détrompeur.
le connecteur qui est juste là avec un petit détrompeur qui est là. Vous avez juste à en ficher le M2. Vous avez votre riser, votre support derrière qui est normalement installé. Normalement sur les ordinateurs portables ce sera pas le cas. Ici c'est sur un NUC et il y en a besoin parce qu'il y a des petites choses qui sont installées en dessous. Donc il y a juste besoin de remettre la vis, on sert pas fort, c'est juste pour maintenir en place et vous avez votre stockage qui a été installé. Ici c'est un Intel 660p d'une capacité de 62 Go, donc c'est un bon SSD pour une machine. C'est pas un SSD ultra performant, mais c'est un bon SSD pour l'utiliser comme ça au quotidien dans une machine, on va dire, tout usage. Voilà en ce qui concerne le M2, la mémoire, comme ça vous aurez vu la batterie, la mémoire, le M2 et la carte réseau. Ensuite, à vous d'ajuster en fonction de ce que votre machine peut faire évoluer, puisque toutes les machines ne peuvent pas tout faire évoluer. Certains composants sont soudés, certains composants ont des formats plus ou moins spécifiques, donc il faudra acheter le matériel qui correspond. Mais en tout cas, vous aurez vu les grandes étapes pour faire évoluer ce qui me semble être les 4 choses qu'on peut maintenir la plupart du temps dans une machine compacte, mobile, donc ordinateur portable, et puis ici je vous ai montré une NUC parce que c'était plus facile pour moi. Donc dans mon cas de figure, comme j'ai démonté la batterie pour vous montrer aussi comment on fait un remplacement de batterie, je vais réinstaller la batterie, donc je remets les vis. Je le redis évidemment si ça paraît pas clair pour vous, mais n'allez pas démonter la batterie si vous n'avez pas besoin de le démonter. Je vous conseille très fortement de débrancher le câble de la batterie, pour être sûr de n'avoir aucun risque. Vous ne démontez pas la batterie si vous n'avez pas besoin d'intervenir dessus, ce serait déjà des étapes inutiles, et en plus ça pourrait vous mettre en péril, éventuellement endommager la batterie si vous vous y prenez mal. Donc ne touchez pas à ça si vous n'avez pas besoin d'y toucher. Voilà, ensuite, moi ce que je fais, c'est que je commence à visser un petit peu les vis aux endroits où il faut les visser, et ensuite je finis en resserrant un petit peu plus. On serre raisonnablement, c'est du châssis mobile, ça sert à rien de serrer très fort, mais on serre quand même raisonnablement pour que derrière ça ne puisse pas se dévisser tout seul. Et ensuite, on remet le connecteur de la batterie dans son emplacement, donc ici, et comme ça la machine va être à nouveau sous tension. Voilà, le connecteur de la batterie est en fichier, vous voyez ici, le connecteur est parfaitement dedans. J'y suis allé délicatement avec un outil adapté, et c'est pour ça que je vous repointe du doigt vraiment les outils adaptés. Vous faites très attention parce que vous voyez bien que si vous ripez, derrière c'est la carte mère du portable, et donc vous pouvez aller griffer la carte mère, voire taper dans un composant qui est derrière. Ça peut faire des dommages que vous ne pourrez plus jamais réparer. Même quelqu'un qui a l'habitude aura des difficultés à récupérer ce type de surface grattée où vous abîmez, où vous endommagez des circuits, ou éventuellement vous arrachez les composants. Donc faites très attention, et c'est pour ça qu'il faut être très délicat et avoir des outils qui sont adaptés, en tout cas qui ne vont pas détruire ce que vous allez essayer de toucher. La dernière étape est évidemment de tout refermer, donc de remettre le capot en place, de remettre les vis. Ce que je vous conseille, c'est avant de vous prendre la tête à tout bien reclipser, refermer, vous démarrez une première fois la machine, vous vérifiez qu'elle fonctionne correctement, donc que la mémoire que vous avez mis dedans est reconnue, que la carte sans fil que vous avez mis dedans est reconnue, qu'il n'y a pas de souci particulier, qu'elle redémarre bien, et si elle redémarre bien, là vous vous embêtez à bien tout reclipser et à bien tout visser. Donc ici je vous fais l'exemple, je vais démarrer la machine, on va vérifier qu'elle a accès au réseau. J'ai fait un petit ménage sur l'écran pour vous montrer que la machine démarre, on va aller sous Windows, on va vérifier qu'elle démarre jusque Windows, et puis si c'est le cas, je la réteins, je reclipse le capot, et on aura fini l'intervention. Voilà. Après une petite angoisse, vous voyez ici que j'ai bien du Wi-Fi 6E, donc il y a la petite notif qui est apparue, c'est le temps que Windows reconnaisse la carte, installe les drivers, et il m'a mis la petite notif, alors je vous la remets ici, Wi-Fi 6, encore plus performant. Donc là, il vous donne cette notif, je pense, sur Windows 11, quand vous avez en plus une borne Wi-Fi qui est compatible Wi-Fi 6. Sinon, je crois qu'il vous la donnerait pas. En tout cas, vous voyez que ça fonctionne. Tout doucement, à force de tenir le châssis, je suis en train de reclipser tout doucement le portable. L'opération est terminée, c'est fonctionnel, ma machine a survécu à l'opération. Je ne la jugerai pas complexe, cette opération de mise à jour de la machine pour changer la carte Wi-Fi, mais attention, je pense qu'elle n'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Je dis pas ça pour vous décourager de le faire, ni pour vous encourager de le faire. Faut être réaliste aussi, faites attention, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses, il y a quand même des connecteurs qui sont très petits, et il y a vite la possibilité de s'y prendre mal, et d'abîmer la machine, et de la rendre inutilisable. Vous pouvez la détruire, entre guillemets, vous pouvez glisser, déraper, et abîmer quelque chose qui ne sera pas réparable. Vous pouvez aussi endommager, je vous ai dit par exemple le câble
d'antenne, ou le connecteur d'antenne, et de ne pas être en mesure derrière de trouver un moyen de le réparer. Donc vraiment, vous pouvez endommager une machine. Donc sur une machine récente qui coûte cher, ça peut revenir plutôt cher. Mais en tout cas, si jamais vous avez une machine que vous voulez remettre à jour, c'est une procédure qui est relativement facile à suivre. En général, il y a assez peu quand même de raisons de se tromper et de se rater. Mais faites attention, je préfère quand même vous prévenir, faut être méticuleux, faut être précautionneux. Et puis il faut avoir quelques outils pour bien s'y prendre, un tournevis adapté, un petit outil pour faire levier adapté, pour éviter d'endommager votre machine et puis qu'elle ne soit plus du tout fonctionnelle. Voilà, maintenant que je suis rassuré et que je sais que cette machine fonctionne, j'ai plus qu'à finir l'opération, donc ce que je vous avais indiqué. Je reclipse le capot. Je remets les vis sans forcer, sans abîmer le pas de vis, donc faites attention, par exemple ici j'ai des vis qu'il faut visser en diagonale, donc on fait attention, même si c'est en général des vis métalliques, on ne serre pas plus que de raison, et une fois qu'on a les vis en place, on vérifie une dernière fois que tout est bien serré, en redonnant un petit coup de tournevis. Voilà, il faut être sûr que ce soit bien serré, pas serré trop fort, mais vous devez de toute façon être sûr que le châssis est bien clipsé, donc vous voyez ici c'était pas mon cas. Donc je rappuie une dernière fois et en mettant les vis, on se rend compte si le châssis est serré ou pas. Je n'ai aucune vis de superflu malgré le démontage que j'ai fait, donc c'est bon, c'est que l'opération s'est bien passée, la machine est fonctionnelle et a été complètement remontée, et elle est prête maintenant à l'usage. Voilà, vous avez pu le voir en vidéo, tout s'est bien passé, j'ai maintenant du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, donc cette machine est remise au goût du jour. Si j'avais voulu, j'aurais pu changer aussi de stockage, pour avoir un stockage soit de meilleure capacité, soit plus performant. Moi, j'en avais pas besoin au moment où j'ai fait l'opération, mais vous avez vu que c'est pas si compliqué que ça, faut s'y prendre correctement avec les bonnes étapes. Heureusement, sur des machines Dell, c'est pas très compliqué à faire, mais faites attention. Il y a beaucoup de constructeurs qui vont vous mettre des bâtons dans les roues de plus en plus et malheureusement, et on y reviendra dans une future vidéo. Si tout va bien, dans quelques semaines, quelques mois peut-être, j'essaierai de vous faire une vidéo sur la marque Framework, une nouvelle marque dont vous avez probablement entendu déjà parler, qui mise tout sur le côté réparabilité maximale en tout cas d'une machine. Vous avez accès à tout le cahier des charges de la machine, les diagrammes électriques pour faire les réparations, mais c'est aussi beaucoup plus simple pour un utilisateur d'ouvrir la machine et d'aller remplacer les composants qui l'intéressent, et surtout tous les composants, ou la majorité en tout cas des composants, sont réparables. Le processeur par exemple reste toujours soudé sur une machine Framework, mais au moins vous avez la majorité des composants qui sont faciles à mettre à jour et assez standardisés. En tout cas, on reviendra là sur ce sujet-là à l'occasion de cette vidéo potentielle pour le moment sur la marque Framework, mais en tout cas vous avez vu comment remettre à jour votre machine, et puis vous voyez que c'est une opération qui prend un petit peu de temps si vous voulez bien faire les choses, mais qui est pas si compliquée. D'ailleurs, la mise à jour de la carte Wi-Fi, moi je la considère comme l'opération la plus compliquée sur en tout cas cette machine-ci, c'est-à-dire que c'est plus facile de mettre à jour le M2 ou de changer la batterie qu'aller remplacer la carte Wi-Fi. Pas que ce soit très compliqué, mais les petits connecteurs d'antenne sont vraiment pas très rigolo à reclipser quand il faut le faire. En tout cas, mon objectif c'était ni de vous dissuader de le faire, ni vous encourager à le faire. Vous voyez que c'est faisable si vous avez envie de le faire, et puis à vous de vous lancer ou de demander un petit peu d'aide si vous vous sentez pas de le faire par vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et au revoir.